Alors, pour notre part, le temps que Ravage nous quitte, c'est triste, mais nous avons encore du boulot. Et puis des gros morceaux. Hein. Est-ce qu'on fait tout ou est-ce qu'on fait une formule un peu adaptée vu qu'il est tard? C'est à vous de me dire, les gars. C'est à vous de me dire, les gars. Moi, j'ai une idée, dites-moi si ça vous va ou pas. On se fait un peu de takeover parce que quand même c'est le gros morceau de la semaine. Ouais. Et puis tant pis pour Raw et SmackDown et on se fait NJPW et le reste. Est-ce que ça vous va? Non, Michael il est pas d'accord. Si, mais on peut faire Raw SmackDown juste sans faire les recaps en disant s'il y avait des trucs qui nous intéressaient rapidement quoi. Allez, on commence donc takeover. Allez, takeover. Comme vous voulez. Tu décides, Michael. Qu'est-ce qui s'est passé à takeover? Faut se souvenir. Ah bah plein de choses. Pas les meilleurs, mais plein de choses. Il y a plein de gens qui considèrent que c'était le pire takeover. Moi, je pense que les gens idéalisent pas mal, dans le sens où je me souviens de takeover. Qui était pas forcément non plus bourré de matchs 5 étoiles. Et celui-là avait déjà au moins le dernier match, qui était quand même un match assez, disons, on va pas dire historique, mais déjà, c'était pas si fréquent que les femmes fassent le main event de takeover, de rien. Donc en fait, c'est quand même un takeover, je trouve, qui, même si dans la qualité n'était pas forcément le plus solide, qui avait suffisamment de trucs un peu marquants. Je pense pas qu'on puisse dire que c'était le pire takeover. Je pense qu'il y a eu des takeovers qui étaient peut-être plus solides, mais aussi peut-être plus chiants parfois, quoi, je trouve. Donc moi je trouve que ce takeover n'était pas si mauvais déjà de façon générale. Oh, bah voilà quoi, ça c'était par rapport. Enfin vous en pensez quoi par rapport déjà de façon générale sur le takeover avant d'entrer dans les détails? Déjà j'ai apprécié le fait que c'était assez court, mais en général les takeovers sont pas trop longs donc bon, pas trop d'habitude. Mais celui-là était particulièrement court, j'ai trouvé. Le rythme était plutôt sympa, il y avait pas de match trop long parce que souvent ça c'est le truc qui peine dans tout ce qui est AEW et NXT, surtout TakeOver, c'est qu'il y a des matchs très longs et tout ça, et des fois ils sont très denses. Du coup, on en a parlé avec Ravage, mais voilà, pas facile à gérer. Donc je sais plus où j'en étais. Si. Des matchs pas trop longs. Voilà, mais c'est vrai que peut-être la chose qui a un peu endommagé ce takeover, c'est le fait qu'il y avait rien de vraiment marquant en fait. Il y avait rien, il y avait des bonnes idées, il y avait des bonnes intentions, mais il n'y avait pas le match du takeover, il n'y avait pas le couronnement du takeover. Si quand même le dernier match, c'était quand même si on a Io Shirai. Io Shirai, le couronnement était cool, mais oui, donc il y avait quand même. C'était pas ça, hein, et j'adore les trois, hein, mais c'est même pas le match de la soirée pour moi. Honnêtement, niveau symbolique et tout, si tu mixes, moi je trouve que c'était quand même en termes de symbolique, en termes de match, même s'il y a eu des petits, quand même pas mal de petits ratés ça et là, enfin des ratés, peut-être pas des ratés, mais en tout cas tu sentais qu'il y avait des petites approximations, sans aller genre sur des botches ou des trucs comme ça. Mais moi je rejoins quand même Michael sur le triple threat, quoi, sans compter évidemment ce que ça envoie de nouveau comme message, comme à l'époque de cette Women Revolution, je fais des R guillemets, effectivement. Moi et Kevin Steen, on n'est pas d'accord avec vous. Ah, bon bah écoute. Voilà. Kevin Steen, c'était un petit peu malaisant comme Kevin Steen te caresse la barbe. Il est jaloux. Je ne veux pas le dire. Mais mais pour pas qu'on y passe la nuit comme vous le demandiez. Bon donc le triple threat, si t'as pas totalement convaincu Félix, de trucs précis à dire, mais sur ce match-là en tout cas. Mais c'est vrai que ça m'a pas. Alors, non, j'ai pas forcément. Et c'est quoi du coup ton meilleur match de la soirée? Par exemple. Eh ben, j'hésite parce que j'ai beaucoup apprécié, alors que j'étais pas parti pour. Hein, j'ai beaucoup apprécié Keith Lee contre Gargano. Ouais. J'ai trouvé que le milieu du match peinait un peu, mais qu'au début ça allait vraiment très bien. Je trouvais que la dynamique était vraiment là. Keith Lee jouait, mais surjouait pas trop. Gargano jouait bien son côté heel, comme tu dis, chicken shit, qui va exploiter un peu toutes les failles de son adversaire.
briser certaines règles, etc. pour arriver à ses fins. Et puis il y avait des super bons moments, notamment avec la maison où il essaie d'entrer dans la maison pour s'échapper de Kisly, ou le moment où il se fait défoncer par le Pounce et passe à travers le plexiglas. Là, pour le coup, niveau symbolique, j'ai trouvé ça assez choquant, parce que depuis plusieurs semaines maintenant, il y a du public à la WWE, mais avec ce plexiglas qui rappelle beaucoup le fait que on est quand même en temps de pandémie, malgré le fait que la WWE n'en parle pas du tout. Et là, il y a un catcheur qui passe à travers cette limite. Ouais. D'un coup. Oui, mais ils sont aussi testés. Tous les gens du public sont testés à chaque fois qu'ils viennent. Enfin, ils sont testés très régulièrement. Donc, le plexiglas, c'est un peu pour le principe, quoi. Mais bon. Mais justement, par rapport à ce principe-là, c'est pour ça que je disais que c'était symbolique. Ouais, c'est ça, c'est ta symbolique à toi, quoi. Ouais. Qui était fort. Ouais, ça a été ton moment symbolique de la limite. Moi, le match Kisly Gargano, oui, je trouve ça un peu dommage que Gargano soit. Tu l'attendais vachement en plus, Michael. Tu l'attendais vachement en plus, ce match. Oui, je l'attendais vachement, et au final, le problème, c'est que Gargano est censé pas vraiment catcher comme d'habitude, parce que voilà, il est heal. Ce qui n'est pas forcément toujours le cas normalement à TakeOver, c'est-à-dire qu'en ce moment, ils ont tendance, j'ai l'impression que NXT cherche un peu plus à avoir des trucs plus kayfabe, où justement, déjà, il y a plus de Monster Heal, par exemple, il n'y a pas forcément beaucoup de Monster Heal en général. Là, il y a Karrion Kross, il y a tout ça, bon. Et du coup, oui, quand on a quelqu'un comme Gargano, qu'on peut considérer comme un des meilleurs catcheurs au monde, quand même, c'est un peu dommage, même si du coup, lui, plus que quiconque, il va réussir, malgré le côté chicken shit, à faire quelque chose de me troubler avec, et donc du coup là j'ai trouvé ça un peu dommage. Il y avait un peu trop de heal tactics, on va dire, et je pense que c'est juste que c'est un peu dommage quand on pense que les deux, en plus c'est un truc que je dis depuis un moment déjà, avec Kisly, c'est que Kisly, ce qui est impressionnant, c'est qu'il peut faire du catch, il peut faire du catch 2.0 justement, quoi. Il peut faire du catch très technique, il peut faire du catch, il peut faire s'il veut, il peut faire du catch, enfin, dans un J1, il ferait des trucs de malade, quoi. Il n'y a pas de problème avec n'importe qui. Et là, à la WWE, il va être de plus en plus en mode, on lui prépare des spots de géants, quoi. C'est-à-dire que il faut forcément que ce soit des spots qui sont pas toujours très naturels, où il va typiquement le genre de spot où il va faire un truc super fort, il va tenir Gargano avec une main, il va le jeter partout. Enfin, donc du coup, on perd un peu ce qui est bien presque avec Kisly, c'est quand il catch comme si c'était pas un poids lourd et qu'il catchait comme s'il avait le même poids que Gargano. Comme à la PWG, quoi. Technique et tout. Comme à la PWG, mais là, je suis d'accord avec l'observation de l'évolution. Ils sont en train de le préparer pour la montée au roster principal, quoi. Oui, voilà, et on a l'impression que en ce moment, tout NXT prépare un petit peu à la montée pour le roster principal. On a l'impression qu'NXT commence à vouloir ressembler un peu, peut-être à cause d'AEW en fait, parce que AEW, comme c'est un espèce de mélange entre un catch plus 1D et un côté beaucoup plus, disons, mainstream ou showbiz, un peu rigolo et tout. Du coup, comme NXT c'est en face, moi je trouve que c'est une erreur stratégique, parce que NXT, au début d'NXT contre AEW, on en discutait pas mal, je me souviens, et on pouvait dire, oui, mais NXT, au moins on sait que c'est le meilleur catch tous les mercredis. Sauf que c'est moins vrai maintenant, en fait, parce que NXT cherche presque plus à avoir un peu moins de catch et un peu plus de côté, qui pourrait être dans d'autres rosters, donc des Monster Heal et compagnie. Donc là, je trouve ça un peu du gâchis d'avoir Gargano et Kisly qui ont un match de ce type-là, mais ceci, le match était quand même vachement bien, final. Et pour le triple threat final, moi je trouve, en fait, moi c'est marrant, je voulais pas trop en parler parce que j'ai l'impression d'être toujours méchant avec les femmes dans le catch, parce que moi je fais partie des gens, enfin, moi je trouve qu'on est en général assez indulgent avec le catch féminin, qu'on ne devrait pas. Oui. Dans le sens où souvent, moi je trouve pas ça. Alors la dernière fois je parlais des matchs un peu hardcore, on parlait du pay-per-view AEW, et je disais que moi avec le son, j'avais été un peu choqué par le fait que le match de Nyla Rose, il n'y avait aucune pêche et aucun son quand elle se tapait, donc ça n'avait pas du tout l'air stiff, alors que les femmes se tapaient, alors que les hommes à côté se faisaient des putains de paf tout le temps. Voilà. Et donc de la même façon, c'est dommage que quand on a Charlotte
Rhea Ripley et Yoshirai. je suis perdu. Et Yoshirai, ok. Vu le résultat, c'est quand même cocasse que tu l'oublies. Bah oui, oui. Et c'est quand même parmi les meilleures catcheuses, en tout cas pour Yoshirai et Charlotte, c'est parmi les meilleures catcheuses du monde. Et bah, en fait, si on compare ça au niveau maximum des hommes, c'est-à-dire, on va dire, meilleur catcheur du monde pour un triple threat, je sais pas, Omega, Okada et qui on veut, je sais pas, où ça serait hyper parfait au niveau de tous les échanges, tous les petits trucs, la fluidité, tout ça. Là, on est très loin de ça, quoi. C'est pas forcément fluide, tout connecte pas forcément très bien. Il y a des petits problèmes de communication. Après, quand on voit les problèmes que peut avoir Kairi Sane aussi parfois, on se demande si quand même à la WWE en particulier, il n'y a pas un petit souci avec les catcheuses japonaises en ce qui concerne la communication sur le ring avec d'autres catcheurs. Alors je sais pas, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais en tout cas moi j'ai toujours l'impression qu'il y a j'ai l'impression que ça connecte pas forcément complètement. Maintenant, ceci dit, ce match de triple threat, par sa longueur, parce que déjà souvent, moi j'étais très déçu parce que à la NXT plutôt, les matchs féminins sont trop courts. Ouais. Celui-là était long, il était épique, donc du coup, j'ai fini par me dire, malgré tous les petits problèmes, c'est quand même un match que je retiendrai, qui avait une vraie force. Ouais. Et puis en plus, c'est quand même la bonne personne qui a gagné. Merci. Donc ça fait plaisir. Merci, voilà. Merci de souligner les vraies informations. Mais non, ce que je voulais dire aussi, ce que j'ai trouvé marrant, j'ai pas grand chose à rajouter dans tes observations. Et puis sinon, on va finir jusqu'au bout de la nuit. J'ai bien aimé la célébration. Moi, j'ai d'autres trucs à dire. Non mais ça va venir, calme-toi. C'était le premier à dire ouais on fait court. Bref, non mais c'est pour ça que c'est moi qui vais être raisonnable pour deux, je vais faire court. J'ai bien aimé la célébration à la japonaise, c'est un petit détail à la con, mais les fagnons à la fin, les petits cotillons et les trucs, c'était assez rigolo, clin d'œil, bon, sans être trop relourdingue. Vas-y Félix, étale-toi. Non, j'avais rien d'autre à dire sur ce match, mais j'ai d'autres trucs à dire sur le show. Oui, je pensais à ça, oui. Déjà, premièrement, vous, en tant que fan de catch, on va dire moderne, qu'est-ce que vous en avez pensé de le fait que Takeover in Your House, c'était vraiment un hommage à ce genre de pay-per-view et à cette époque de milieu des années 90 ? Moi, avant de vous laisser la parole, déjà, j'ai trouvé que si le but c'était vraiment de faire un copiage entre guillemets de In Your House en mode hommage, le truc était super bien fait. Et en même temps, c'est plutôt pratique parce que l'audience de NXT, en tout cas weekly, elle est majoritairement au-dessus de 50 ans, donc potentiellement des fans de cette époque-là en puissance, quoi. Ah ouais, si vieux que ça ? Oui. Putain. C'est majoritairement des plus de 50 ans à NXT. Wow. Ils ont du mal, bizarrement, c'est parce que je sais pas d'où ça vient d'ailleurs. C'est la WWE qui pompe les jeunes. Ouais. Ah, c'est vraiment marrant comme observation. Et du coup, c'était très bizarre au début. Vraiment, même la promo, enfin la vidéo d'introduction, c'est typiquement une vidéo d'introduction des années 90. Le style, la musique, les graphismes. In Your House, et ils ont fait des références à des petits passages sympas, genre Shawn Michaels qui n'arrivait pas à faire fonctionner. Non, c'était assez réussi. Mais au final, du coup, attends, je finis. Écoutez-vous. Après, je te laisse. C'est que après cette vidéo d'introduction, le présentateur de l'époque qui est là, bon, il a vieilli, mais il est là, etc. Boum, instant concert de métal de 2020. Métal bien merdique, soit dit passant. En plus, le changement était vraiment très radical en mode ouais, on sait que notre public il est vieux, mais en même temps on veut notre métal de 2020 et tout ça. C'était un peu bizarre. Mais du coup, vas-y, Mickaël, je te laisse la parole. Est-ce que le métal peut vraiment être de 2020 ? Ouais. Bah, ce groupe, question que je pose. C'était des jeunes. Je pense que tout mais c'est un côté un peu regardos, quoi. Toujours est-il que oui, alors moi j'ai trouvé que ça fonctionnait aussi assez bien. Au final, ça a donné au pay-per-view. C'est pour ça que j'ai bien aimé moi le pay-per-view, c'est que ça a quand même donné un... Qu'est-ce qu'il fait, Mehdi ? Non, j'étais faire un signe pour dire au chat que je vois bien leurs questions et qu'on répondra après, parce que sinon ça coupera le flow de ta réponse. Non, mais voilà, donc ça a fonctionné plutôt bien. Ça a plutôt donné au pay-per-view au final une atmosphère assez différente de d'habitude. C'est pour ça que je trouve que
c'est un pay-per-view qui fonctionne assez bien, moi, sur l'ensemble. Même si, alors du coup, moi, je vais prendre un petit peu les devants et je vais aller assez vite. Je vais essayer d'aller assez vite sur les autres matchs dont tu vas parler probablement, Félix. Moi, pour le coup, alors le match du début, j'ai eu un gros problème de booking avec ce match parce que c'est pas un match de pay-per-view parce que le problème c'est que on a différentes storylines et plutôt que d'avoir leur conclusion, elles étaient juste un petit peu genre ah tiens on va foutre toutes ces storylines dans un match et ils vont juste même pas se développer mais juste se présenter jusqu'à la prochaine fois. Donc ça c'est pas un truc de pay-per-view, c'est un truc de de NXT normal de mercredi quoi. En fait ça avait l'air d'un match de NXT normal de mercredi quoi. Donc c'était un peu naze. Non sinon alors du coup la grosse déception c'était quand même le match Cole Dream. Je pense que la plupart des gens ont été assez déçus par ce match. Encore une fois un des gros soucis qu'il y a en général avec les matchs Cinematic Universe. Mais qu'est-ce que tu fais Là, il résume le match en fait avec quelques gestes. Je dis que je suis d'accord avec toi que c'était genre il ramait mais sans rame. Oui, non mais le problème c'est que le problème qu'ils ont, alors en plus c'est con parce qu'ils avaient un setup assez sympa, ils avaient une ambiance assez sympathique quand même parce que le coup des bagnoles et tout c'était bien, sauf que les phares étaient un peu violents dans la gueule, mais c'était quand même pas mal. Le souci qu'ils ont c'est qu'ils se sont dit c'est un match Cinematic Universe et c'est la mode et il en faut forcément un dans toutes les shows. Donc comme c'est un match Cinematic Universe, on va faire que ça. Je pense que ce match, il aurait eu je sais pas, 2/3 du match dans le ring traditionnel, mais avec l'ambiance qu'il y avait, ça aurait été un match absolument génial. Le problème, c'est qu'à partir du moment où ils sont sortis du ring et ils ont été faire muse avec les bagnoles, à part le spot où ils tombent sur la bagnole, sinon le reste, ça servait à rien. J'ai complètement décroché, je savais même pas ce qui se passait, je m'en foutais. Le problème, c'est qu'il aurait fallu, je pense qu'il fallait juste faire un match normal, mais dans cette ambiance un petit peu géniale avec le truc autour et tout, ça aurait été vachement bien. Donc c'était assez décevant, voilà, à part 2 spots qui sont bien, la bagnole quand ils tombent sur la bagnole, et le truc avec les chaises à la fin qui était pas mal. Et sinon, juste, voilà, le match, par contre, Karrion Kross, CM Punk, j'attendais pas trop, parce que je l'avais dit ici, je trouvais c'est un peu débile de booker directement. J'avais raison. Ouais, j'avais trouvé ça moins débile de booker Karrion Kross. Oui, mais c'était un squash qui était. Oui. Ouais, c'est relatif quand même. Oui, c'est-à-dire que c'était un squash où Ciampa a eu de l'offense et il a pu frapper suffisamment stiff Karrion Kross pour que Karrion Kross. Parce que le problème, c'est que le côté je suis un gros heel, je vends pas parce que je suis trop fort. C'était bien dans les années 80, mais c'est un peu bidon. Ça marche quand le côté je vends pas, ça fonctionne quand on te tape suffisamment sur la gueule pour que devant ta télé, tu dises ok, tu vends pas, mais t'as du mérite de pas vendre parce que moi j'aurais vendu personnellement si on m'avait tapé comme ça. Et comme à un moment donné, Ciampa a quand même bien pété la gueule à Karrion Kross, du coup, au final, Ciampa a eu l'air quand même, il a pas eu l'air d'une merde. Et Karrion Kross a eu l'air d'un mec dominant comme il devait avoir l'air. Donc le match fonctionnait parfaitement. Oui, il a détruit, mais ça a pris juste le temps qu'il fallait. C'était pas juste un petit squash. Il y a eu quand même des parties. Voilà. Après, je trouve ça quand même. Surtout qu'il maintenant il va réinviter apparemment Cole. C'est toujours quand même la limite d'avoir un personnage comme ça à NXT parce que après qu'est-ce qu'on fait quoi? Parce que ceci dit, je sais pas si Karrion Kross, s'il est dans le main event, va nous donner des matchs digne de ce qu'on attend du main event en termes de catch. Donc c'est là que le problème va se poser à un moment donné après. Mais c'est d'un point de vue technique, le gars, je pense qu'il a ce qu'il faut. Après, je pense que d'un point de vue calibrage du style in-ring pour son personnage, je trouve qu'il est trop dans le surjeu et dans on fait plein de souplexes et du coup, vu qu'on se rappelle au bon souvenir de Brock Lesnar qui cite en commentaire, et ben ça passe. Sauf que le mec, il faut qu'il fasse quelque chose de différent. Il a fait un petit peu. Je pense qu'il a planté la graine du truc et j'espère que ça va amener une belle plante derrière. Mais avec le finish où il étrangle Ciampa, etc., en mode un peu Taz de l'époque de la ECW, j'espère qu'il va aller là-dessus parce que sinon le surjeu avec les gros yeux et ouah, je te fais une souplesse, mon Dieu, ça va 5 minutes quoi. Ouais, non, mais après, moi je vous rejoins dans l'entre-deux, c'est que c'était intéressant sur ce fameux spot hyper attendu. Oulala, il va jouer sur la nuque de. Bah finalement, c'était
ça restait tolérable, c'était pas le spot fest hyper inquiétant qu'il y a eu dans le match avec Finn Balor du précédent, je crois, pay-per-view, enfin on les appelle plus comme ça, mais bref. Donc voilà, moi j'ai trouvé que le match est passé, c'est peut-être un de ceux où... Alors je suis pas un bon exemple, parce que j'ai pas répondu à la question de Félix tout à l'heure, mais je suis pas un bon exemple pour y répondre, ce que j'ai pensé sur l'ensemble du show, parce que je l'ai vu dans un état... Alors j'ai eu une semaine assez chargée, et donc je l'ai vu dans un état assez fatigué. Donc du coup, moi... Alors bon, je sais, hein, je les reverrai pas, ou alors plus tard, et pas l'intégralité du show, mais est-ce que mon état de fatigue m'a pas donné l'impression que tous les matchs, à mes yeux, étaient trop longs? À part peut-être celui-là, justement. Celui-là, il est passé correctement, et je pense qu'en termes de durée pure, c'était un des moins longs. C'est sûr qu'il a duré genre 6-7 minutes, donc ouais. c'était toi, je pense. Ouais, et ça m'a... Voilà, ça m'a un peu... les matchs globalement m'ont paru trop longs en fait sur ce pay-per-view. Ok. Oh, moi non, je pense pas que c'était spécialement non, mais je pense que c'était ton état de fatigue. Je pense que ça joue pas mal. Oui, probablement. Là-dessus. Non, moi juste j'avais oublié du coup le match aussi Finn Balor Damian Priest. J'ai trouvé quand même, pour le coup, pareil, j'en attendais pas grand-chose, mais moi j'ai bien aimé, c'était sacrément stiff. Ouais. Enfin, ce match c'était juste ce qu'il fallait, c'était vachement bien. C'est ce que je disais Donc, plus tôt, moi il m'a convaincu du coup, enfin convaincu c'est un grand mot, mais comme tu le disais plus tôt Michael, si on lui trouve un bon setup à Damian Priest, ça peut faire des chouettes matchs. Je pense. Enfin voilà. Je suis pas aussi convaincu que vous, mais pourquoi pas. Non mais je m'enflamme pas, mais à voir. Je suis pas contre non plus quoi. Ouais voilà c'est ça. Ouais, ni pour ni contre, bien au contraire, comme dirait l'autre. Voilà. Je réponds très brièvement parce que ce sera difficile en une fois. Peut-être qu'un jour on fera un petit live comme ça dédié où on invitera les gens de par notamment l'article qui a fait exploser les internets, l'article de Félix sur le journal du geek, parce que donc j'ai French Guy Artist dans le chat qui nous demande quand on regarde tout ça, quand on débute, qu'on ne connaît rien au catch, voilà par quoi commencer, etc., etc. Je pense que voilà, on essaiera probablement un jour de faire une petite émission comme ça dédiée. Je pense que répondre comme ça par-dessus la jambe, c'est un peu délicat. Après, nous, c'est aussi pour ça qu'on fait des news dessus. Il y a 3 petites entrées en matière qui peuvent être sympas, qui sont 3 shows qu'on traite souvent, qui sont la NXT, la EW et la NJPW qui va revenir. Mais on en reparlera plus en détail parce que ce serait vraiment négligé de pour pas... la NJPW, c'est l'occasion parce que... Ça va revenir, donc voilà. Mais... Il y aura un max de personnages qui vont reprendre peut-être entre guillemets à zéro, donc c'est l'occasion quoi. Est-ce qu'on a fait le tour en l'occurrence pour ce In Your House? Moi j'ai l'impression que oui, parce que si je devais m'étendre ce serait pour dire que c'était de la merde Call of Duty. Les angles de caméra, j'avais envie de vomir, avec les lumières ça me donnait la migraine, donc ouais. Et puis les clins d'œil, t'as vu c'est Negan de... Ouais, c'est bon, genre c'était il y a 3-4 ans. C'était autrement moins subtil que ton article, Félix. Petite promo d'ailleurs à l'écran si vous souhaitez aller jeter un œil à l'article de Félix sur le journal du geek. Voici, voilà. Next, donc on passe à SmackDown, Pyro, c'est ça? Oui, les récaps. Je crois pour boucler la soirée en réalité. Parce qu'on a fait... Les trucs qu'on a envie de dire dessus, ouais. Je pense que alors, c'était l'idée. Messieurs, qu'est-ce que vous voudriez dire? Oh là là, ça a calmé, ça a calmé l'assemblée. Allez, on va déjà dire qu'on commence par... SmackDown, moi j'ai rien à dire sur SmackDown. Je sais pas si vous avez des trucs à dire. C'est réglé, hein, Michael. Bon, quand même un nouveau titre, hein, un Tag Team Champion. Ça fera écho à ce qu'a dit Ravage tout à l'heure de son amour par Bayley. Ouais, non, j'ai vu que... La catcheuse, pas l'alcool. Mizzy Morrison continue à faire les pitres et qui se sont fait retourner dans leur bagnole. Ça fait longtemps que Braun Strowman n'avait pas retourné une bagnole. Donc. Une bagnole, / ambulance, / camion, / voilà, bref. Ouais. Voilà. Mais oui, bon, nouveau titre, effectivement, qui fait titre tag team féminin plus titre champion SmackDown pour Bayley. On avait aussi de notables, je crois, Félix, le AJ Styles, Daniel Bryan, la petite
joute verbale. Il va y avoir un backlash. Je me rappelle plus de ce qui a été dit exactement, mais moi, ce qui m'avait marqué, c'était le Jeff Hardy Sheamus. Ouais. Hardy qui dit oui, on sait que c'est un homme roux, qui avait la petite dent, machin. Et Sheamus qui a dit ouais, mais on peut pas te faire confiance parce que t'es un sale alcoolo, blablabla. Et puis fais attention au plexiglas, et puis voilà, on oublie. Non, bah le AJ Styles, Daniel Bryan, ils ont commencé à se jeter des mots doux, et puis ils ont ramené de nulle part Drew Gulak. Parce que AJ Styles insultait, je crois, pas l'intégrité, mais la motivation de Daniel Bryan, de ce que j'ai compris. Ouais, voilà. Vas-y, Michael. Bon, je crois qu'il a répondu. Ouais, non, voilà, quoi. Et pas grand-chose à dire. Je sais plus, moi j'ai regardé les récaps tout à l'heure, mais je me souviens même plus de ce que j'ai vu parce que notre show est tellement long que j'ai oublié. Donc, du coup... ça en dit long. Voilà, et si on peut enchaîner sur Raw, du coup. Ouais, on va faire ça. Très bien. Raw, du coup, qu'est-ce qu'il y avait de bien Non, j'ai vraiment eu l'impression que ce Raw, c'était le même que la semaine dernière, en fait. J'ai l'impression d'avoir revenu en arrière d'une semaine. Il y avait des trucs, c'était genre... Maintenant, ils ont un truc, ils ont trouvé une technique d'économie d'écriture, c'est de refaire les mêmes promos toutes les semaines. Ils avaient pas mal fait avec Edge et Randy Orton déjà. Et là, oui, c'était... alors, ils ont aussi... Apparemment, ils ont vraiment voulu que Charlotte se blesse, je sais pas. Enfin, il fallait que Charlotte catche énormément apparemment cette semaine, parce qu'elle a quand même eu... Alors, je sais pas comment les enregistrements sont passés, mais il y a quand même eu le takeover où elle a eu un match assez long, physique. Elle a commencé quand même le Raw. Elle a fait 2 matchs dans le Raw quand même, qui était censé être... Alors, je sais pas s'il était enregistré un jour après, mais il était censé être le lendemain du takeover. Elle a eu 2 matchs à Raw. Elle a eu un match tag team au début. Et enfin, un triple threat tag team, je crois. Oui, c'est ça. Il y avait elle avec Asuka contre... avec Asuka. Ouais. C'était très bizarre parce qu'en fait, le gros souci, très étrange dans ce Raw, c'est que il se focalise énormément sur Charlotte en ce moment. Et toute l'émission était focalisée sur Charlotte, et non seulement parce que c'était bizarre, parce que la semaine dernière, il y avait un match Charlotte-Asuka qui ne s'était pas terminé parce qu'il avait été interrompu par Nia Jax. Ouais. Et là, ils ont dit ah bah tiens, c'est la même chose, on va refaire un match Charlotte-Asuka comme si la semaine dernière n'était pas arrivé, et ça va être le main event encore. Et sauf que j'étais là, mais c'est dimanche Backlash, donc Nia Jax va forcément intervenir, sinon c'est ridicule. Donc ça va être exactement la même chose que la semaine dernière. Ce match ne va encore pas se terminer, il va encore être interrompu par Nia Jax, et il s'est passé exactement ça. Et sauf qu'ils sont tellement focalisés sur Charlotte entre le début, ce qui s'était passé en plus, comme on avait, enfin, il n'y en avait que pour Charlotte. Et donc du coup, on a l'impression que toute l'émission se focalisait sur une rivalité entre Charlotte et Charlotte, et oui, j'ai pas oublié, t'inquiète. Ils se focalisaient sur une rivalité entre Charlotte et Asuka. Et à la fin de l'émission, elle était là genre ah non mais merde, en fait non, le match à Backlash c'est contre Nia Jax, dont tout le monde se fout. Donc du coup, c'était très étrange. On a l'impression qu'ils ont tout fait pour ne pas mettre en valeur le match de Backlash, en fait. Donc c'est très bizarre par rapport au catch féminin. Après, oui, il y a eu donc Kevin Owens qui a perdu un match, mais en fait, il a eu, comme la semaine dernière. En plus, c'était un peu heel de la part de Apollo Crews, parce que du coup, la semaine dernière, ils ont eu leur match qui a été interrompu, qui s'est transformé en tag team avec Andrade et Almas. Là, Apollo Crews qui, comme il n'y a pas de general manager, les catcheurs peuvent directement booker les matchs qu'ils veulent. Donc Apollo Crews a dit qu'il y aura un triple threat, Owens, Andrade, Almas, et que celui qui gagnerait aurait un match contre Apollo Crews pour le titre américain à Backlash. Ce qui était un peu heel, parce qu'en fait Owens aurait dû avoir un rematch, parce qu'il n'a pas pu terminer son match, donc c'est un peu pas sympa de le foutre dans un triple threat. Sauf que l'idée, bien sûr, c'était que Andrade et Almas se cassent la gueule. Ils ont fini par se casser la gueule, donc Owens allait gagner. Mais en fait, Andrade en a profité pour voler le tombé de Owens et a battu son camarade Almas pour avoir... Donc après, moi je trouve ça logique dans le sens où c'était en fait le précédent champion, donc c'est un peu normal qu'il continue la feud et qu'il ait un rematch au prochain pay-per-view. Ce qui me gêne plus, c'est que Owens, je m'en fous un peu qu'Owens ait perdu ça. Ce qui me dérange, c'est qu'il soit pas à Backlash par contre, parce que genre Owens vient à tous les tapings gentiment... et il n'y a pas un match pour lui à Backlash, c'est quand même un petit peu du foutage de gueule, c'est quand même une grosse star là-bas. Donc, mais je pense qu'il va quand même
il y aura une histoire avec probablement lui et Almas Garza, probablement pay-per-view aussi. Et voilà quoi. Sinon il y avait quoi d'autre? Oui, on avait Drew McIntyre et Bobby Lashley qui font toujours la même chose. Je ne saurais même pas me souvenir de ce qu'ils ont fait. C'était très bizarre. Et pour corriger, juste avant de te laisser finir, Michael, donc c'était Asuka et Charlotte qui ont vaincu donc les Iconics et Sasha Banks Bayley par une soumission d'un Asuka Lock. Voilà. Ouais. Sinon, je sais pas si j'oublie quelque chose. Qu'est-ce qu'il y avait d'important? Pas grand-chose. On peut pas forcément parler de Edge et Christian. Ah oui. Ah si, c'était rigolo parce que oui, il y a Christian Christian a trollé Edge. Il est arrivé parce que c'est son grand camarade, ils ont été en équipe pendant très longtemps, tout ça. J'attends de retrouver le feu dans tes yeux. Et oui, et il est venu lui dire quand même ce qui était un peu... Alors sinon, ce qui est intéressant, c'est qu'ils assument complètement. Maintenant, ils ont décidé d'assumer. C'est peut-être l'idée dès le départ, je ne sais pas. Mais maintenant, ils assument complètement le fait que dire que c'est le meilleur match de tous les temps, c'est débile. Donc en fait, les catcheurs disent eux-mêmes que c'est débile. C'est-à-dire que Edge dit non mais moi je pense pas du tout que ça va être le meilleur match de tous les temps. Enfin en gros il dit ça me fout la pression. Je me demande si je suis. En fait l'histoire c'est que limite ils ont dit ça pour foutre la pression à Edge. Donc en limite comme ça fonctionne à peu près. Et du coup Christian lui a dit gentiment mais à mon avis même du temps où t'étais en forme t'aurais jamais pu avoir le meilleur match de tous les temps. Donc c'était pas très sympa. Du coup ça a un peu énervé Edge. Par contre Edge on a un peu marre de Edge qui est en mode il a trouvé le truc c'est de faire des promos où on lui dit des trucs et en fait il dit rien et il fait juste des yeux hyper intenses pendant 10 minutes et c'est un peu fatigant à force. Après il a quand même fait une promo assez sympa et du coup il a dit qu'il avait retrouvé grâce à Christian il a retrouvé un peu le feu et qu'il est motivé pour voilà. Ouais. Voilà. Non, mais pour le greatest match ever, il y a une théorie qui circule. Celle du chaos. Qui a été lancée, je crois. Oui, mais celle-là, elle circule tous les jours. Non, qui a été lancée par l'un des journalistes, plutôt l'un des animateurs du podcast de Dave Meltzer, là, qui a dit que sans doute que le greatest match ever, c'était un truc qui était déjà prévu d'avant WrestleMania. Que ce soit une revanche pour SG Randy, mais sans confinement, etc. dans l'horizon, mais que c'était plutôt pour un show en Arabie Saoudite. Parce que généralement, ce genre de truc, de marketing, c'est pour les shows saoudiens. C'est pas con. Greatest Tournament. C'est très crédible. McMahon, il s'est dit, on va garder l'outil marketing qu'on avait préparé. Comme ça, on verra bien. Là, Michael, Félix, il est passé en mode journaliste du complot. Il se rapproche de plus en plus de la caméra, tu sais. Là, je vous dis ça, c'est une source sûre. Vérifiez vous-même, mais c'est une source sûre. Ouais, mais ça paraît très cohérent. Et oui, je te confirme, Fred J. Artis, c'est bien Félix qui bosse pour le journal du Geek. L'article est de lui. Voilà. Et ben écoutez, on aura fait moult choses sur cette émission. Je crois qu'on va s'arrêter là. Et on va quand même passer. Bah attends, tu crois que j'ai sorti le t-shirt pour rien? On va pas vous laisser quand même vous en sortir à si bon compte, vu qu'on a un petit arc pour conclure tout ça autour, comme le disait en pleurant Félix, de la New Japan. Ça va pas être excessivement long, mais on va donner des nouvelles du front. Donc un NJPW Covid, on va dire, avec le King of Sports affublé d'un masque. Et surtout, l'autre chose à retenir, enfin il y en a deux, c'est l'arrivée de Corporate Tanahashi, qui n'est pas un Pokémon, contrairement à ce que pourrait faire croire effectivement son nom, et qui est venu avec le chairman vraiment venir dire soyez là parce que ça va être cool, on est de retour le 15 juin, etc. Et Félix, quel retour, j'ai envie de dire. Bah déjà il a des rides en plus, Tanahashi. Non, mais il a pas eu d'injection de... On en a tous. Je pensais que c'était un défaut de l'image et quand j'ai zoomé, bah non. Non, il a pas eu d'injection de Botox, c'est pour ça ils étaient pas dispo. Ouais. Non, mais quel retour, oui. Donc dès le 15 juin, c'est-à-dire lundi, premier show de la New Japan avec, il me semble que c'est le tournoi qui commence tout de suite. Ils vont relancer la New Japan Cup qui avait été annulée du coup avec toute cette histoire de pandémie.
Alors du coup, il y a du public ou pas? Parce que j'ai pas trop suivi moi, donc il y aura pas de public du coup. Non. Alors, pardon, déjà deux noms. Le nom, c'est pour toi et le deuxième nom, c'est pour moi. Le premier nom, non, il n'y aura pas de public dans un premier temps, parce que ce sera que à huis clos jusqu'à mi-juillet. Et la finale du tournoi. Et le troisième nom, c'est éteins ton micro, Michael, s'il te plaît. Ah oui. Désolé. Le deuxième nom, donc antédéluvien, c'était le fait que non, le 15 juin, il y a un show mystère, un peu comme ils font à New York Dash après Wrestle Kingdom, c'est-à-dire que la carte n'est pas prévue, elle sera délivrée. Libérée. Exactement. Donc ça peut être cool, parce qu'on peut avoir des débuts de rivalité surprise lors de ce show-là qui seront ensuite déployés au fil des semaines. Et donc, le lendemain, donc le mardi, début d'une New Japan Cup monstre, donc, réunit les poids lourds et les poids légers, entre guillemets, les juniors. C'est un G1 déguisé, quoi. Oui, mais en mode tournoi simple, un pool, etc. Pas de, voilà, ça, il n'y a pas de pool, mais... Et surtout, et pas de coq non plus. Ouais, oui. On a parlé de Chicken Wrestling tout à l'heure. Mais surtout, il n'y a que deux gaijin. Il n'y a que Zack Sabre Jr. qui habite au Japon maintenant. Et Gabriel Kidd, qui est un Britannique lui aussi, mais au dojo de la New Japan, donc il a dû rester au dojo coincé là-bas depuis... Donc ça c'est plutôt intéressant, mine de rien, parce qu'on n'aura que des Japonais. de crayon. Et donc tout ça se finira d'abord le 11 juillet au Osaka Joe Hall. Osaka Joe Hall avec... il est un peu germanique ton accent. Avec un tiers tes fans. Il y aura un fan dans le building, c'est-à-dire qu'il y aura au moins, si ça fait ça le comble, 4000 fans, c'est-à-dire qu'on n'a jamais vu ça dans le catch depuis le mois de mars. Ouais. C'est la New Japan qui y arrive, alors que c'était la première à dire on arrête pour des soucis sanitaires. Et le lendemain, on aura donc Dominion qui a été du coup reporté parce que ça devait avoir lieu ce mois-ci. Dominion, le vainqueur de cette New Japan Cup exceptionnelle, fera face à notre cher Tetsuya Naito. Donc ça va être bien, quoi. Ishii, ça va être Ishii. Ah, ce serait tellement bien, le retour. Bon, bah, en tout cas, ça fait grand plaisir, grand bonheur de revoir les belles choses qui reviennent petit à petit. Bah voilà. Eh bien. Oui. Toi, tu penses à qui, toi? Ah, comme gagnant? Attends, faut que je resioute le truc, je l'ai pas retenu par cœur. Comme ça vous pouvez jouer avec moi. Alors Maccabée, non, alors je vais pas tous les faire, mais alors j'isole un petit peu. Toru Yano peut-être. C'est une blague, hein, je précise, hein, des fois que je suis fatigué, mais pas à ce point-là. Kota Ibushi serait pas cohérent de lui foutre non, vu le passif et vu le fait qu'ils ont pas voulu le couronner avant, bah ça sera pas là. Alors étrangement, Zack Sabre Jr., je ne sais pas pourquoi, mais pourquoi pas Zack Sabre Jr., Sanada. Ou en troisième, qui je verrais gagner en troisième? Ou Ishii. Non, pas Hiromu. Non, pas. Non. Non. Il doit y avoir un Naito Hiromu, donc du coup, mais il doit y avoir automatique. Bah voilà, donc non. Donc forcément non. Je suis tactique, malin, wesh. Donc voilà, Zack Sabre Jr., mon petit top 3, Zack Sabre Jr., comment, tu vois, tu m'as fait perdre le fil avec tes bêtises. Qui j'ai dit d'autre? Ishii et Sanada. Voilà, ce serait mon top 3. Avec de manière vraiment cohérente, je dirais... parce que je les vois bien en mode nationaliste et on leur en voudra pas plus couronner un japonais. Donc peut-être Sanada. Pour moi, je reste sur ma prédiction du début d'année. Sanada, ce sera malheureusement
ce sera, parce que voilà, je suis pas forcément fan, mais ce sera le vainqueur du G1 Climax. J'en suis sûr. Mais t'as Donc, fumé, toi. Et elle peut pas gagner cette New Japan Cup. Mais ça sera quand le G1 Climax du coup? Ça Ils vont en débute faire. en septembre. Et ça, c'était prévu Ok. de base. La question que je me pose, c'est, d'après vous, est-ce que New Japan, qui a dû observer comment les autres avaient géré les matchs sans public, est-ce que vous croyez qu'ils vont bien gérer ça? Est-ce que vous croyez que ça va fonctionner ou pas, les matchs sans public pour le début de New Japan Cup du coup? Eh ben, ce sera la surprise, je pense, lundi déjà. Il attend des réponses, Ouais. en vrai. Mais Mais déjà, la première surprise, ce sera est-ce que ce sera effectivement complètement à huis clos, c'est-à-dire vraiment comme à la WWE au début, sans fans, ou est-ce qu'il y aura, je sais pas, des Young Lions pour faire des clap-clap, etc. oui, probablement, ça, je pense. Bah, on sait pas. Si, moi, si, je pense, je te dis. Ça va être comme ça. Ouais. Chut. Ça va être trop bizarre hein, de voir les New Lions, puis ouais. Ça va être bizarre. Non, mais ça pourrait être Kenny. marrant de le faire en mode public japonais cliché, de juste. Chi- Et chi- c'est tout, tu vois. Chibi Kenny te dit de te taire. Bon, Non, blague à part, je pense qu'il y aura les Young Lions aux abords. Et pour te répondre plus précisément, ça va être très bizarre en fait évidemment pour les fans, parce que comme il y a eu une reprise progressive depuis déjà un mois et demi quoi, mine de rien, mine de crayon, ça va être bizarre même pour de les revenir à casteurs, de revenir à un modèle. En plus c'est le Japon, sans être cliché, donc ils vont vraiment s'y tenir à la lettre au respect des règles. Un, parce qu'ils ont eu des retours de bâton très violents chez eux quand ils ont essayé de relancer les mômes à l'école, entre autres choses. Et puis deux, parce que ça reste des Japonais, c'est pas un cliché dans le respect des règles. Ils sont jusqu'au boutiste, des plus jusqu'au boutiste. Donc ça va être particulier. Après, moi, en mode fan très très Yankee, je te dirais que bah c'est le retour de la NJPW, donc vas-y, gimme. Et moi, à titre perso, voilà, je m'inquiète pas, mais je sais pas quelle sera la réception globale. Personne peut vraiment deviner, mais je pense que les gens qui viennent pour retrouver la NJPW, ils feront l'impasse, quoi, des trucs un peu bizarres. J'espère. Ouais. Mais oui. Même s'il y a Sanada. Ouais. Mais bonne relance, effectivement, en mode pronostic, Michael. C'était plutôt une bonne idée. Messieurs, je crois que en plus d'arriver au bout de nos vies, on arrive au bout de l'émission. Après ce grand, comment dire, je pense à l'avenir, pas d'invité quand il y a un pay-per-view dans le recap. Ça paraît un truc bien raisonnable. On verra. On sait pas si on s'y tiendra ou pas. Mais il y a souvent des pay-per-view. Michael, tu as repris la parole, je vais te la redonner de nouveau pour ta petite promo, donc je ne balance rien visuellement en live parce que ce sera au montage en replay. Orioto partout, O-R-I-O-T-O, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est, Orioto? Dis-moi. C'est des images, c'est des posters de jeux vidéo. Comme derrière toi? Oui, comme là, Yoshi Island et Okami, là. Vous avez vu, il est tellement jeune, Orioto, il vous répond en faisant des dabs, tu sais, derrière moi. Je pourrais faire la météo, en fait. Hein, je fais ça un anticyclone donc, à Materasso. Je fais ça toutes les semaines. J'ai un Patreon où les gens peuvent voter. Par exemple, là, les 2 dernières semaines, ils ont voté pour Minish Cap, que j'avais jamais fait. Donc, ça fait 10 ans que je fais ça. J'avais jamais fait d'image de Minish Cap. Donc, comme ils ont voté, j'ai pu le faire. T'as joué au jeu, voilà, non. J'ai pas du tout le temps de jouer au jeu, par contre. Je dessine, moi, joue jamais monsieur. au jeu. Je travaille, moi. Ah bah, mais il faut choisir. À un moment donné, on décide. C'est On pas prend faux. des jeux vidéo où on y joue. Faut choisir, du coup, faut pas dormir. J'ai bien FF7 Remake, mais j'y joue pas. Donc, voilà. Et voilà, et c'est tout. Et mon jeu que je fais avec Dreams, donc sur PS4, donc Dreams, qui est un logiciel de création de jeux sur PS4, qui est très complet. Et donc je fais mon jeu qui va sortir peut-être je pense en juillet a priori, qui sera un jeu de plateforme très ambiant, très mélancolique, avec une histoire assez sombre. Yes. Voilà.
L'avantage, et on croise les doigts qu'il n'y ait pas de raison de souci pour la sortie, c'est que Dreams est en dématérialisé, donc il aura peut-être moins de soucis que d'autres sorties comme FF7 Remake que tu as cité avant. Félix, bon, on va rien dire parce qu'on t'a fait ta pub tout à l'heure, c'est bon. Non, blague à part, donc le journal du geek, on l'a dit tout à l'heure. Quoi d'autre? What else? Eh ben, what else, faut voir sur Twitter, tout ça, what else, comment il évacue le truc, quoi, la Rosta. LYKS_G, et puis, toujours en animation, page Facebook, Twitter du Catchacast, et puis la mienne, côté catch aussi, c'est The Alternative Wrestling Community, pour le catch non WWE uniquement. Et puis, il y a toujours les critiques de merde et l'exception catchess, même si on est un peu en pause de ce côté-là depuis quelques temps. Mais je pense que l'été et les beaux jours vont raviver nos humeurs créatives. Et puisqu'on a plus de boulot pour vous distraire aussi, là, avec l'été, vous réclamez, donc, donc soyez là, on vous distrait, mais soyez là. Merci à toutes et à tous pour ceux qui ont eu le courage pour le live, sinon pour le replay, on compte sur vous pour relayer. Moi, pour ma part, donc c'est Mehdi, j'essaye tant bien que mal de chapeauter, d'harmoniser tout ce qui est Death Podcast, et puis essayer de passer, faire un petit coucou sur les lives, il y en a très souvent, il y a même du planning, carrément, il y en a un qui va arriver sur les Twitter et compagnie pour la semaine à venir. Donc lundi, vous aurez le droit du coop sur Resident Evil Revelations 2 avec Gramoul et son stream du même nom. Mercredi, vous aurez une soirée Suikoden, le Suikocast avec sa chaîne dédiée, comme le Catchacast, comme des grands, avec Futch. On continue l'aventure Suikoden 1 et évidemment, vendredi, ça vous fait 3 rendez-vous au minimum, 2 de fixe, le Catchacast vendredi, 20h. On se retrouve la prochaine fois. Un grand merci, des gros bisous pour ceux qu'on connaît, et pour les autres, prenez soin de vous. Ciao, ciao, bye bye, amour et suplex. Ciao.